bâtiment 5 de l'Adjili. Cet énorme navet a reçu plus de 2,3 millions de subventions d'argent public et n'a totalisé que 165 000 entrées. Pour vous donner une idée, le film Un petit truc en plus avait reçu environ la même chose, mais avait fait 60 fois plus d'entrées en salle. Des films dans ce genre, la France en finance des dizaines chaque année. À chaque fois, c'est la même chose. Des histoires complètement fantasmées, prêtes à voler au secours des opprimés ou à taper sur le méchant système. Sauf que résultat en salle, bizarrement, flop total. Exemple récent, toutes pour une. Alors après, je vous rassure, depuis quelques années, c'est un peu en train de changer. Trump fraîchement élu président a déjà pris des dispositions pour vider Hollywood du wokisme, et certaines entreprises comme Disney semblent se rendre compte que les dessins animés de notre enfance n'ont pas besoin d'être réinventés. Pour en parler, nous avons reçu l'essayiste et journaliste Samuel Fitoussi qui a écrit un livre sur le sujet, Woke Fiction. Dans cet essai, l'auteur nous met en garde sur l'influence de l'idéologie woke dans le divertissement. Pour lui, le mouvement n'est pas juste un effet de mode, c'est une tendance durable qui se sert du divertissement pour endoctriner les jeunes générations. Bonjour Samuel Fitoussi. Bonjour. Merci à toi d'être venu sur VA+. Alors globalement, là dans cet entretien, on va parler de wokisme dans le divertissement. C'est une question que tu as largement étudiée dans ton livre Woke Fiction, qui est sorti en septembre 2023. Pour toi, le wokisme, c'est pas juste un effet de mode, c'est quelque chose qui selon toi est un mouvement durable et profond. Là, on est 1 an et demi plus tard, la sortie de ton livre. Est-ce que tu penses toujours la même chose ? Malheureusement, je suis plus réservé que certains sur l'optimisme quant à la disparition du wokisme. Je pense que, notamment aux États-Unis, un basculement s'est certainement opéré. L'administration Trump a mis un coup d'arrêt au wokisme, définance pas mal d'institutions qui dépendaient de subventions publiques et qui étaient très, très idéologisées. Il y a même dans la société américaine un certain retournement. Les réactions à l'élection de Trump sont très différentes des réactions à l'élection de Trump en 2016, avec, on va dire, l'hystérie du camp d'en face qui est bien moindre. Ceci étant dit, je pense que beaucoup d'entreprises ont fait marche arrière sur leurs objectifs de diversité, équité, inclusion. Et souvent, les départements équité, inclusion, diversité dans les entreprises et dans les organisations, c'était des chevaux de Troie du wokisme. Donc, il se passe certainement quelque chose, ce serait absurde de le nier, mais je pense que ce que les gens, les optimistes oublient, c'est que le wokisme est une idéologie à laquelle les gens adhéraient profondément. Parce les gens adhèrent, enfin les gens, beaucoup de gens en tout cas, adhèrent aux prémices woke, adhèrent aux postulats woke sur nos sociétés qui seraient systématiquement racistes, régies par des structures d'oppression. Beaucoup, par exemple aux États-Unis, la gauche américaine ne va pas du jour au lendemain cesser de croire la discrimination positive extrêmement importante, ne va pas du jour au lendemain se départir d'une vision très identitaire de la société où chacun serait le représentant du groupe ethnique ou de la communauté auquel on le rattache. Parce que l'idéologie woke était pour eux une forme de religion. Et donc je pense qu'il y aura il faudra un certain temps, peut-être des décennies, avant que l'idéologie woke, les croyances woke en tout cas disparaissent. Mais là où où l'administration Trump est plutôt forte, je pense, c'est sur la désinstitutionnalisation du wokisme, c'est-à-dire ce n'est pas très grave si une bonne partie de la population est acquise à cette idéologie, du moment qu'il cesse de l'imposer par la force, notamment dans le monde du cinéma dont on va parler. Mais je pense que ça, en France, on n'y est pas encore, notamment parce que le wokisme se diffuse beaucoup par le service public, etc. Justement, le wokisme s'infuse beaucoup dans le service public. C'est ce dont tu parlais dans ton livre Woke Fiction. Tu disais que le wokisme était systémique. Tu relevais, en gros, tu pointais du doigt une contradiction parce que les woke veulent déconstruire le système, mais ils ont eux-mêmes besoin du système pour exister. Est-ce que la cérémonie des Oscars s'inscrit dans cette dynamique ? Oui, je pense que c'est tout le paradoxe des woke, c'est que selon eux, l'Occident est oppressif, raciste, il y a une hégémonie excluante, voire suprémaciste blanc. Mais pour autant, dans toutes les institutions culturelles, voire médiatiques, voire politiques, les woke dominent. Donc c'est le paradoxe. Pierre Valentin, il parle de décideurs parce qu'ils se veulent dissidents, mais ils sont en réalité décideurs. Je trouve le terme très bon. Euh, et effectivement, la cérémonie des Oscars, c'est un bon exemple de wokisme qui s'est institutionnalisé. Aujourd'hui, il y a des quotas très stricts que les films doivent respecter pour avoir le droit de concourir aux Oscars, en tout cas de concourir à l'Oscar du meilleur film. Il faut notamment qu'ils respectent des critères identitaires très stricts. Autrement dit, il faut qu'ils aient un film avec trop de blancs
soit à l'écran, soit dans l'équipe de production, soit dans l'équipe marketing, distribution, etc., n'est plus éligible à l'Oscar du meilleur film. Et pour vous dire à quel point ça va loin, les films, il y a une plateforme, les Oscars ont créé une plateforme internet, et les films et les sociétés de production doivent remplir des questionnaires indiquant les déterminismes identitaires de toutes les personnes impliquées dans la création du film. Et en fonction de ça, la cérémonie des Oscars évalue les résultats et décide si un film est ou non éligible. Évidemment, donc la plupart des sociétés de production, des grosses sociétés de production en tout cas, veulent être éligibles, donc obéissent à ces critères assez stricts. Les sociétés de production, les principales sociétés de production américaines ont elles-mêmes en interne mis en place des quotas qui parfois vont même au-delà de ce qui est imposé par les Oscars. Donc il y a une vraie institutionnalisation du wokisme aux États-Unis dans le secteur du divertissement. On voit aussi où est l'intimidation. Est-ce qu'on prend plus de risques dans le monde du cinéma en étant woke à outrance ou en déviant justement l'idéologie woke? Et la réponse à cette question nous dit qui domine, qui sont les vrais dominants dans l'industrie de la culture. Et pour ne donner qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, en 2019, je crois, Stephen King, le célèbre écrivain, avait fait un tweet en disant que pour tout ce qui relève de l'art, le critère de la couleur de peau ne devait pas être un critère, mais uniquement la qualité du film. Et il s'était pris un torrent d'insultes. Il y avait eu une levée de boucliers de la part du monde de la culture américain. Et le lendemain, ou la semaine suivante, il avait dû rédiger une tribune d'excuses dans le Washington Post en disant qu'il revenait sur ses déclarations, que le monde de la culture était encore trop blanc, qu'il y avait trop de visages blancs dans les films hollywoodiens, qu'il fallait que ça change, et qu'il soutenait entièrement le mouvement woke, même s'il n'employait pas le mot évidemment. Donc, effectivement, c'est une forme de wokisme systémique, à la fois par l'institutionnalisation, par des règles auxquelles chacun est obligé de se plier, et par l'intimidation morale très forte qui existe dans ce milieu. Je vous interromps 2 petites secondes, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par IdeoShock, une plateforme incontournable pour tous ceux qui souhaitent se former rapidement et efficacement sur les grandes idées qui façonnent notre monde. Histoire, philosophie, politique, IdeoShock propose chaque semaine des podcasts résumant un livre essentiel, condensé en 25 minutes maximum, permettant ainsi d'en saisir l'idée centrale avec clarté et objectivité. Dans un quotidien de plus en plus chargé, où le temps manque pour lire, IdeoShock offre une solution accessible et structurée. Alors si vous souhaitez découvrir des classiques comme Max Weber et sa théorie de la domination, comprendre l'histoire du développement du capitalisme ou explorer les thèses d'auteurs contemporains comme Roger Scruton ou Jordan Peterson, IdeoShock vous accompagne dans cette démarche intellectuelle en vous apportant les clés pour argumenter avec précision et profondeur. Bref, IdeoShock vous permet d'optimiser votre temps, que ce soit lors de vos trajets, de vos séances de sport ou de vos moments de détente, en vous offrant un accès rapide et structuré aux idées essentielles des grands penseurs. IdeoShock se veut bien plus qu'un simple outil culturel, déjà plus de 70 titres disponibles et 4 nouveaux podcasts chaque mois, accessibles pour seulement 8€ par mois. Et en ce moment, avec le code VA+, bénéficiez de 10% de réduction. Pour ceux qui hésitent encore, IdeoShock propose 14 jours d'essai avec remboursement garanti. Ne manquez pas cette opportunité de renforcer votre culture et votre pensée critique. Merci à IdeoShock d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et justement, l'exemple de Stephen King, il est assez intéressant parce que récemment, on a eu la même chose avec le film Emilia Pérez. Le réalisateur Jacques Audiard a dû s'excuser auprès de la communauté mexicaine parce que le film faisait polémique dans le pays. L'actrice principale, Carla Sofia Gascon, elle a aussi dû s'excuser pour ses tweets qu'elle avait fait il y a quelques années, qui étaient jugés islamophobes, anti-woke et tout ça. Comment t'expliques que ces personnalités se sentent autant obligées de s'excuser médiatiquement à chaque fois? Oui, je pense que c'est tout simplement une question sociologique, c'est-à-dire que dans le monde, pour des raisons sociologiques qu'il faudrait étudier, le monde de la culture penche très fortement à gauche, a toujours penché très fortement à gauche, mais il y a 20 ans, le gauchisme était sans doute moins intolérant que le wokisme aujourd'hui, et les règles du gauchisme il y a 20 ans n'étaient pas les mêmes que les règles du wokisme aujourd'hui, qui, je pense, nous choquent plus. Et donc aujourd'hui, les déviants ont du mal à faire carrière, tout simplement parce que dans le monde de la culture, beaucoup considèrent qu'être de droite, ou en tout cas ne pas être suffisamment à gauche, c'est tout simplement ne pas être quelqu'un de bien. Et donc, chacun fait très, très, très attention. Moi, j'ai reçu des messages en privé suite à la sortie de mon livre de producteurs qui me disaient qu'ils étaient entièrement d'accord avec moi, mais qu'ils ne pouvaient pas le dire, qu'ils faisaient très attention. Des témoignages après la sortie de mon livre de producteurs qui m'ont expliqué, par exemple, un jeune producteur qui m'a expliqué que un festival de court-métrage
son film a été très apprécié, mais la présidente du jury, qui était une féministe assez en vogue, est venue le voir, lui a dit: ton film est très bon, mais tu te doutes bien qu'il n'aura jamais de prix, car tu mets en scène un féminicide, et je trouve ça inacceptable. Le féminicide, évidemment, n'était pas glorifié, c'était dénoncé, c'était une partie de l'intrigue, mais ça allait déjà trop loin. Donc évidemment, les gens, les producteurs, et on peut les comprendre, veulent gagner des prix. Les producteurs veulent pouvoir travailler, les producteurs veulent que des acteurs travaillent avec eux, les acteurs eux-mêmes veulent pouvoir être embauchables, et donc chacun se plie. C'est une forme de précautionnisme précautionneux, de précaution prise et de gage envoyé à l'idéologie qui est non pas dominante mais quasi hégémonique dans le monde de la culture. Euh, voilà, et je pense que c'est ça qu'on voit aujourd'hui avec Emilia Pérez. L'actrice n'a pas assez montré patte blanche, elle a dévié du consensus et elle est punie. Et il faut voir, c'est regrettable autant pour le sort réservé au film Emilia Pérez pour cette raison, que pour le signal que ça envoie aux futurs déviants. C'est-à-dire, ne soyez pas de droite, n'exprimez pas d'opinion contraire, car vous serez punis. Chacun est invité à rentrer dans le rang. Pour rester sur Emilia Pérez, le film, il a fait scandale parce qu'il est accusé de faire de l'appropriation culturelle. Ça fait partie des injonctions woke dont tu parlais dans ton livre. Tu ne feras pas d'appropriation culturelle. Comment est-ce que tu définirais ce concept et selon toi, en quoi est-ce qu'il influence le cinéma ? Oui, donc l'appropriation culturelle, c'est un concept woke qui, à mon sens, est absurde, qui désigne l'utilisation d'artefacts culturels d'une culture par une autre culture à la base. Donc par exemple, certaines critiques progressistes aujourd'hui, woke pardon, de la série Friends reprochent par exemple à la personnage Monica dans un épisode de s'être fait des tresses, parce que les tresses c'est une coiffure née dans les milieux afro-américains ou africains. Or Monica n'est pas noire, donc elle n'aurait pas le droit de se faire des tresses. On reproche aussi par exemple à Miley Cyrus d'avoir twerké, parce que twerker ce serait pareil, né dans la culture afro-américaine, donc un blanc ne pourrait pas le faire. Donc chaque individu, en fonction de ses déterminismes identitaires, est invité à rester dans sa ligne, sauf que évidemment l'appropriation culturelle n'est condamnable que dans un sens, que si un groupe considéré dominant, c'est-à-dire les blancs, les hommes, s'approprie la culture d'un groupe considéré dominé. Dans l'autre sens, c'est moins grave, en tout cas ça choque moins les woke. Et donc, peu à peu, il y a eu, je pense, une extension de la définition d'appropriation culturelle. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu naître le concept du sauveur blanc. Le sauveur blanc, c'est quoi ? C'est quand un blanc dans un film vient en aide à un personnage noir. Pourquoi ce serait condamnable selon les woke ? Parce que ce serait une négation de l'autonomie noire. Ce serait, soi-disant, selon les woke, envoyer un message aux spectateurs noirs en leur disant « vous avez besoin de l'aide d'un blanc pour réussir ». Donc, vu comme une forme d'appropriation culturelle, le sauveur blanc est condamné. Ça va même plus loin parce que, par exemple, Scarlett Johansson devait jouer le rôle d'un personnage transgenre il y a quelques années. Ça avait fait scandale parce que, pour les woke, un cisgenre ne devrait pas pouvoir jouer un transgenre parce que il se met à la place, ce serait se mettre à la place de quelqu'un dont on ne connaît pas la souffrance, ce serait s'approprier sa souffrance, donc c'est condamné. Tom Hanks a dit il y a quelques années qu'il regrettait dans Philadelphia d'avoir joué le rôle d'un homosexuel parce que les rôles de personnages homosexuels devraient, selon les woke, être laissés aux acteurs homosexuels. Donc c'est une vision un peu étrange c'est presque une négation de ce qu'est l'essence du rôle d'acteur et que je trouve assez régressive, notamment pour ce qui est des relations entre personnes aux couleurs de peau différentes. Pour donner une illustration du concept du sauveur blanc, pour montrer à quel point il va loin, le film Green Book, primé aux Oscars il y a, je crois, en 2018, qui a reçu l'Oscar de meilleur film, c'est un film plutôt progressiste, un très bon film, mais plein de bons sentiments, plutôt progressiste, qui raconte l'histoire d'un pianiste noir en tournée dans une Amérique raciste pendant la période ségrégationniste, et il est accompagné de son chauffeur et garde du corps blanc. Et au début, les deux hommes ne s'aiment pas beaucoup, mais peu à peu, ils déconstruisent leurs préjugés respectifs, s'entraident, se grandissent mutuellement. Donc, c'est un peu le même modèle que le film Intouchable, où un noir et un blanc issus de milieux sociaux très différents
qui au début ont un peu de méfiance l'un pour l'autre, s'entraident et apprennent à s'apprécier et à nouveau se grandissent moralement. Mais quand Green Book a été primé, Spike Lee a quitté la salle furieux et une partie de la presse progressiste, la presse woke américaine, a dit que c'était scandaleux que Green Book soit récompensé parce que Green Book perpétuait le cliché du sauveur blanc, puisque un noir, le garde du corps blanc, aidait le pianiste noir à éviter les discriminations, etc. Sauf que c'est une vision d'ailleurs très infantilisante à l'égard des noirs, parce que c'est oublier que le personnage noir aide aussi le personnage blanc. Chacun aide l'autre, en fait. C'est ce qu'a dit le réalisateur. Il a d'ailleurs dit qu'il avait fait très attention, qu'il connaissait le cliché du sauveur blanc, et qu'il avait fait très attention à l'éviter. Ce qui montre que même quand les films échouent à respecter les commandements woke, en fait, on ne sait pas, mais ils essayent de les respecter. Donc bref, voilà. Donc là, c'est l'appropriation culturelle. Et ce qui fait scandale pour Emilia Pérez, c'est notamment que, je pense, des actrices américaines jouent des personnages mexicains, ce qui est considéré scandaleux par les woke. Et d'ailleurs, l'exemple de Green Book, il est intéressant parce que le film s'est fait, comme tu dis, il a des thématiques qui sont progressistes, mais il a fait polémique parce que on vante le principe du sauveur blanc. Ça montre aussi le caractère un peu toujours plus du wokisme, c'est-à-dire qu'il faut toujours être plus woke. C'est vrai que ce qui est choquant, c'est que ça évolue très vite. Des films qui ont encore été salués par la presse progressiste il y a 10 ans, peuvent être aujourd'hui considérés problématiques. Un exemple parmi beaucoup d'autres, c'est le film La couleur des sentiments, qui est un film progressiste qui raconte la lutte pour les droits civiques de femmes dans une Amérique ségrégationniste. Et le film je crois qu'il est sorti en 2011 avec Emma Stone dans un des rôles principaux. Et c'est un très beau film progressiste. Et les actrices principales, vers 2020 ou 2021, ont dit qu'elle reniait ce film et qu'elle regrettait d'avoir joué dans ce film, que si c'était à refaire, elle refuserait les rôles. Pourquoi Tout simplement parce que la narratrice est blanche. Or, les woke ont considéré que du coup, des blancs s'appropriaient l'histoire de noirs américains parce que la lutte pour les droits civiques américains, ce serait seuls les noirs auraient le droit non seulement de la raconter, mais d'être des éléments moteurs de l'intrigue. Et donc le film aujourd'hui, je pense, ne se ferait plus tel quel, ou en tout cas, où les blancs seraient relégués à des rôles secondaires et la narratrice serait noire, je pense. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais aujourd'hui, les films à Hollywood, les films de super-héros, par exemple, où les personnages principaux sont noirs, sont nécessairement réalisés par des noirs. Les films de super-héros où les personnages principaux sont des femmes sont nécessairement réalisés par des femmes. C'est une vision que je trouve très régressive, très identitaire, très presque raciste, où on n'est plus capable de se mettre à la place de quelqu'un qui ne partage pas nos déterminismes biologiques. C'est assez triste. On va dire que depuis quelques temps, il y a quand même une remise en cause du wokisme. L'exemple le plus connu, c'est quand même Disney, qui est quand même victime de certains échecs et certaines polémiques, parce que globalement, ça fait quelques années qu'ils assument leur stratégie qui prône l'inclusion, la diversité, la direction woke. Mais depuis quand même quelques temps, il y a beaucoup d'échecs. Malgré tout ça, ils ont décidé de faire un remake live action de Blanche-Neige, qui est quand même une œuvre majeure de Disney, une œuvre quand même très connue et importante. Ils ont quand même décidé de mettre une actrice colombienne pour jouer Blanche-Neige et ils ont refusé de mettre des vrais acteurs nains pour ne pas blesser la communauté naine. Comment est-ce que tu expliques qu'un studio comme Disney persiste autant dans cette orientation idéologique? Oui, d'ailleurs, ce qui est drôle sur cette histoire de nains, c'est que les acteurs nains aux États-Unis se sont indignés de cette décision. Ils disaient voilà qu'on a si peu de rôles auxquels on peut prétendre, et là, au nom d'une idéologie soi-disant progressiste, on nous enlève 7 rôles d'un coup. Donc on voit que le néoprogressisme est plein d'injonctions contradictoires. Et effectivement, je vois pas en quoi c'est progressiste de retirer 7 rôles à des acteurs nains. Je crois qu'à la place, ils ont mis des créatures magiques ou quelque chose comme ça.
pourquoi et le film, enfin, et ce remake de Blanche-Neige est un bon exemple parce que c'est pas le problème n'est pas tant que l'actrice ne soit pas blanche, la personnage principale ne soit pas blanche, même si c'est effectivement étrange pour Blanche-Neige, mais c'est que l'histoire a été modifiée. L'actrice qui joue le personnage principal a dit, l'actrice qui joue Blanche-Neige, a dit, sa déclaration avait fait scandale, que elle adorait le nouveau Blanche-Neige parce que il ne s'agit plus pour Blanche-Neige de trouver l'amour, mais de devenir la femme, la leader forte et puissante qu'elle pouvait être. Donc, c'est quelque chose que je montre dans mon livre aussi, c'est que dans les séries et les films woke, l'amour et hétérosexuel en tout cas est souvent remis en question. On veut montrer d'autres modèles. On montre aux femmes qu'elles n'ont plus besoin de s'épanouir par l'amour, qu'elles n'ont plus besoin de trouver l'amour, que elles doivent devenir des femmes fortes et indépendantes, puissantes. C'est très infantilisant d'ailleurs pour les femmes, je trouve. On essaye, les scénaristes woke essayent de rééduquer le public féminin en leur mettant à l'écran des rôles modèles supposés plus vertueux que les rôles modèles traditionnels de la famille nucléaire, le couple, la joie par l'épanouissement familial, qui d'ailleurs n'exclut pas l'épanouissement professionnel non plus. Euh, et donc, il y a une guerre menée contre l'amour hétérosexuel, en tout cas les relations hétérosexuelles positives, parce que ce serait mettre en avant un modèle qui détournerait les femmes de ce que les scénaristes woke considèrent que les femmes devraient faire, c'est-à-dire être extrêmement carriériste et vouloir obtenir le plus de pouvoir, entre guillemets, possible. Donc, et je pense que quand on s'interdit d'étudier les dynamiques amoureuses, de mettre en scène, on, on- on s'interdit d'explorer l'un des aspects les plus intéressants de la condition humaine. C'est l'amour qui, de tout temps au cinéma, fait vibrer les spectateurs. Chacun peut s'identifier dans des histoires d'amour parce que pour l'amour et les relations humaines, l'amour dans les relations humaines, c'est une des choses les plus importantes pour tous les spectateurs. Et donc forcément, quand on congédie cet aspect de la dimension humaine au nom de l'idéologie, on va faire des films moins touchants, moins authentiques et qui sonnent et qui ont l'air un peu plus artificiels et idéologiques. Et je pense que les spectateurs le voient bien quand le film à l'écran essaye de les rééduquer plutôt que juste les divertir. Et en ce qui concerne la France, au César, il y a un film qui s'appelle L'histoire de Soleiman qui est nommé 8 fois au César. Le film est assez progressiste aussi. Et dans cette scène, il y a dans ce film, il y a une scène dans laquelle le personnage qui est noir et livreur se retrouve victime de moqueries de la part de policiers. Rassure-moi, tu livres que de la nourriture. C'est ça. Vérifie quand même. Ouais. Pourquoi est-ce que dans les films woke, il faut absolument mal représenter les policiers? Oui, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que les woke se targuent de lutter contre les amalgames, contre tous les stéréotypes, etc. Mais les woke propagent des stéréotypes absolument horribles sur les policiers. Les policiers sont systématiquement dans les films et les séries woke dépeints très négativement. Il y a l'exemple que vous citez, il y en a beaucoup d'autres dans la Salade grecque, la nouvelle série de Clapiche. La première scène, c'est des policiers qui vont dans un centre de migrants et qui violentent des migrants. Dans la série En place, les policiers sont présentés comme racistes et misogynes et votent au présidentiel et refusent de voter pour une femme au présidentiel. Dans la série Drôle, une assez bonne série d'ailleurs française sur Netflix, les policiers quand on voit des femmes noires sortir d'un magasin avec des sacs de vêtements et vont les contrôler parce qu'ils considèrent que ces femmes noires ont volé. Dans la série aux États-Unis, c'est évidemment encore plus le cas. Par exemple, dans un épisode de Grey's Anatomy, ou en tout cas le spin-off de Grey's Anatomy, il y a un feu et, euh, et les policiers arrêtent les pompiers parce que les pompiers sont noirs et les policiers pensent que les pompiers ont mis que c'est les pompiers qui ont allumé le feu. Donc, dans le film français qui est sorti il y a quelques années, La Fracture, les policiers apparaissent peut-être dans 7 ou 8 scènes, et dans chaque scène où ils apparaissent, soit ils insultent, soit ils frappent quelqu'un. Donc, c'est vraiment, ce dénigrement de la police est absolument systématique. Euh, je pense pas que ce soit particulièrement progressiste en réalité, parce que je pense que ce qui nuit
aux Français et même aux plus fragiles, c'est davantage aujourd'hui la délinquance que la police et que les gens ont plutôt besoin de la police. Donc voilà, je pense pas que ce soit particulièrement vertueux de dire du mal et de décrédibiliser la police sans arrêt. Et puis un exemple intéressant aussi, c'est Bac Nord, parce que Bac Nord contredit un peu ce que je disais. Sauf que parce que dans Bac Nord, les policiers sont présentés positivement, sont presque des héros, font face à des dilemmes moraux complexes, sont courageux, sont attachants. Sauf que Bac Nord a fait scandale, a été, je le montre dans mon livre, a été dézingué par absolument toute la presse progressiste, que ce soit Le Masque et la Plume, Le Monde, l'Obs. Et un des reproches principaux qu'on lui a fait, c'est d'avoir présenté les policiers positivement. C'est-à-dire que Bac Nord a été un gros succès commercial et aussi reconnu unanimement comme étant un bon film, mais il a été complètement snobé au César. Donc là encore, en le snobant au César, c'était envoyer un message idéologique, c'était rentrer dans le rang, sinon vous serez snobé au César. Et je pense que Bac Nord détonné et que l'équipe de production du film n'avait pas en tête tous ces commandements idéologiques et a fait une sorte de faux pas, et c'est pour ça que le film est bon. Mais je pense que si c'était à refaire, le film serait fait un peu différemment. Chacun a été éduqué au commandement imposé par la presse progressiste, ne dites pas trop de bien de la police. Et pourquoi les woke détestent la police, ça c'est un vaste sujet, mais je pense que déjà les woke considèrent que le statu quo en Occident est oppressif, que nos sociétés sont racistes. Or, les policiers, par définition, c'est les gardiens du statu quo, de l'ordre présent. Pas des révolutionnaires, au contraire, ils empêchent les révolutions. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. Et du coup, pour les woke, les policiers sont les principaux complices de notre système oppressif. Et je pense aussi que les woke ont une vision très naïve où c'est la société qui crée la criminalité. On pourrait se débarrasser de la criminalité en modifiant nos représentations collectives, en réduisant les inégalités, etc. Donc la police, non seulement ne sert à rien dans leur monde idéal, mais en plus, parce qu'elle serait raciste, misogyne, etc., crée de l'exclusion et donc de la criminalité. Au début de cet entretien, vous avez parlé de Trump. Concrètement, quel rôle il pourrait jouer dans l'influence du wokisme à Hollywood, un président comme Trump? L'idéologie à Hollywood est très auto-imposée. C'est pas, contrairement à la France où le cinéma est gavé de subventions et il y a sans doute beaucoup de choses à faire politiquement. Aux États-Unis, le cinéma est financé par des financeurs privés, des investisseurs privés. La cérémonie des Oscars est gérée par une organisation privée. Donc le levier politique est plus faible. Ce qu'a fait l'administration Trump de très fort depuis 2024, depuis l'élection, c'est de créer un changement culturel, notamment avec le ralliement de Musk et d'une partie de la Silicon Valley, etc. Une partie de l'élite américaine désormais est plutôt républicaine, ce qui n'était pas le cas en 2016. Et donc ça envoie un signal à la société civile que vous pouvez désormais ne plus être woke. C'est autorisé. Il y a des gens normaux qui ne le sont plus. Je parle pas nécessairement de Trump, mais il y a beaucoup de ralliements à Trump chez les élites. Et donc, je pense que ça peut briser le pouvoir d'intimidation morale de la gauche woke. On a vu des scènes après l'élection de Trump, des joueurs de football américains, par exemple, faire la danse Trump. Ça aurait été inenvisageable en 2016. Donc, c'est qu'il se passe quelque chose. Ne pas être woke n'est plus un faux pas social comme il l'était avant. Donc, je pense qu'il se passe quelque chose de ce point de vue-là, même si je pense qu'il va falloir longtemps pour avoir un vrai renversement. Oui, mais globalement, même si la France et les États-Unis, c'est très différent aussi, en France, on a quand même depuis quelques temps des films clairement woke qui font des fours à la fois au niveau du public et aussi qui sont très, très critiqués par la presse. L'exemple le plus récent, c'est Toutes pour une. Avec ce genre est-ce que ça peut pas aussi donner un signal au CNC, par exemple, d'arrêter de faire des films comme ça parce qu'on sait très bien qu'ils vont pas plaire, on sait très bien qu'ils vont faire polémique, malgré le fait que, évidemment, la politique culturelle en France, elle est très publique, c'est pas du tout pareil qu'aux États-Unis. Est-ce que le fait que ça fasse pas d'entrée, ça pourrait faire changer les choses en France?
Alors, je pense que ce que vous dites est très vrai aux États-Unis parce que les investisseurs privés veulent gagner de l'argent et du coup, par conséquent, disent aux producteurs: «Faites des films qui plairont au public». Heu, En France, c'est différent parce que un producteur peut multiplier les films qui ne trouvent pas de public, multiplier les mauvais films et tout de même trouver du financement pour ses films suivants. Parce que le cinéma est protégé du besoin d'être profitable pour survivre, en raison du mécanisme de subvention. Hem, la semaine dernière, un film est passé complètement inaperçu, par exemple, où, c'est une histoire il a fait, 2 000 entrées, le 1er jour, il va sans doute finir à 25 000 entrées. C'est une histoire de cambrioleurs qui décident, je crois, de cambrioler que les riches et les racistes ou une histoire comme ça, ou les gens qui ont une empreinte carbone trop élevée, donc des cambrioleurs progressistes. Bon, sans doute, je l'ai pas vu le film, mais c'est sans doute un navet, woke. Et quand on regarde le budget du film, 6 millions, dont, au moins, 1,5 million parce que c'est juste la case France Télévisions, 1,5 million provenant de France Télévisions. Mais, il y a fort à parier que sur le reste, une partie est publique aussi via les régions, via le CNC et cetera. Donc ce film-là, ne va pas faire de profit, mais aucun investisseur privé ne perdra de l'argent parce que ce film a fait un bid. Donc il n'y a pas il y a pas de le producteur de ce film pourra très bien trouver de l'argent pour son film suivant avec à nouveau des fonds publics et refaire un AV idéologique pour, rééduquer la population française, et pour faire passer ses idées. Voilà, en France, il y a pas besoin malheureusement de plaire à un public. Donc oui, la France n'est pas, après, ce que je dis, il y a une partie du cinéma est protégée, mais il y a aussi des films, financés en partie par de l'aide publique, mais aussi par des investisseurs privés et eux veulent gagner de l'argent. Donc il y a aussi des bons films qui se font en France. Je dis pas que tous les films français sont mauvais, il y a beaucoup de bons films qui sont sortis ces dernières années, là n'est pas la question. Concernant les Césars, on a parlé du caractère systémique des Oscars, mais c'est globalement la même chose avec les Césars. Comment est-ce que tu évaluerais l'évolution de la cérémonie des Césars au fil des années? Quand est-ce qu'est arrivé globalement le wokisme dans les Césars? Je pense que c'est arrivé vers 2015, l'obsession raciale, l'obsession identitaire. Je crois je sais plus quand c'était, ça devait être vers 2019 ou 2020, où les Césars avaient vraiment touché le bas, où je crois que c'était Aïssa Maïga qui avait fait un discours en comptant le nombre de noirs et de blancs dans la salle et en disant qu'il y avait trop de blancs. À chaque fois que je me retrouve comme ça dans une dans une grande réunion du métier, je peux pas m'empêcher. C'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Et je pense que là, depuis 1 ou 2 ans, la cérémonie des Césars fait un petit peu attention, à ne pas trop s'auto-caricaturer, ne pas trop dire aux gens de pas faire des discours trop idéologiques. Ce qui ne veut pas dire que le wokisme a disparu, c'est-à-dire qu'ils sont juste plus discrets. Ils savent ne pas se tendre le bâton pour se faire battre. Mais d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je dis dans mon livre, ça, c'est qu'il y a 2 formes de wokisme. Il y a le wokisme qu'on voit explicite avec des discours militants explicites, mais il y a aussi le wokisme par tout ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on peut regarder un film aujourd'hui qui nous paraît plutôt bon, mais on se rend pas compte et qui nous paraît pas woke, mais on se rend pas compte que le même film, s'il était sorti il y a 10 ans, aurait inclus beaucoup de scènes de blagues drôles, mais aujourd'hui considérées problématiques, misogynes, aurait mis des dynamiques amoureuses qui aujourd'hui ont été supprimées au moment de l'écriture du scénario parce qu'on s'est dit que ça pouvait faire scandale. Donc je pense que à l'avenir, le wokisme explicite va à mesure que le wokisme agace la population, le wokisme explicite va se faire plus discret. Il y aura moins de discours idéologiques très explicites, mais par contre le wokisme par les absences va lui continuer à exister et on va pas, c'est pas demain qu'on reviendra à la liberté des comédies des années 80, 90. Ouais, bah justement, c'est intéressant parce que vous parliez que le fait que depuis 1 ou 2 ans, il y a un petit changement qui se fait au César. Je me souviens que l'année dernière, l'acteur Raphaël Quenard, qui avait gagné le César de la meilleure révélation masculine, il avait fait un discours que personnellement, j'avais jamais vu au César, où il avait fini par dire, en tant que fils de paysan, je tiens à remercier tous les agriculteurs. Il avait fini par crier Vive la France. En tant que petit-fils de paysan, je voudrais dire une chose, c'est que la culture, comme tout le reste, elle dépend et elle n'est rien sans l'agriculture. Et donc je voudrais dire un merci et un respect infini à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied
pour nous donner chaque jour, nous offrir le luxe de remplir nos estomacs avec des bons fruits, des bons légumes, des bons céréales, de qualité française. Donc vive l'Académie, vive la France, avec César et vive mes amis d'enfance. Ça peut être le signe que la cérémonie peut changer, mais globalement, je pense que ça fait écho à un changement plus global dans le cinéma français. Je pense que le cinéma français commence à trouver un nouveau public à travers des films comme Enfants phares, des films qui sont sortis l'année dernière, 20 dieux, Leurs enfants après eux, des films qui représentent peut-être mieux la France périphérique. Est-ce que dans le cinéma français, on va peut-être vers un cinéma plus proche du réel ou plus proche du peuple? C'est tout à fait possible. J'aime beaucoup Raphaël Quenard comme vous. Je trouve qu'il est toujours. Les films dans lesquels il joue sont bons. Quelque chose pour tempérer cet optimisme, même si j'ai envie d'y adhérer et j'y adhère en partie, c'est que le monde du cinéma se heurte à nouveau à un problème sociologique. C'est-à-dire que les acteurs dans le français sont, pour la plupart, engagés très à gauche. Pour vous raconter une anecdote, quelques mois après la sortie de mon livre, j'ai été invité à un dîner débat privé par Netflix dans les locaux de Netflix. Et donc il y avait beaucoup d'acteurs français importants, de scénaristes français, et on était peut-être une 70 à différentes tables. Et le micro passait, et on débattait justement de sujets de liberté d'expression dans le cinéma français. Et moi, à ma table, j'étais avec 2 ou 3 autres essayistes qui étaient plutôt intellectuels et qui étaient plutôt alignés avec moi. Mais toutes les autres tables nous étaient entièrement hostiles. Enfin, sans être méchant sur le plan personnel, mais hostiles à nos idées en tout cas. Et par exemple, il y avait un unanimisme dans la salle contre Bac Nord en disant que c'était un problème d'avoir fait Bac Nord. Il y avait Camilla Jordana qui est dans la salle et donc tout le monde était plutôt aligné avec elle. Donc voilà, il faut les trouver, ces acteurs qui acceptent de jouer dans des films non woke. Ça va être, je pense, compliqué. Enfin, ou en tout cas dans des films. Disons que je pense que les films dont vous parlez sont un bon exemple. Il y a eu des films comme L'amour ouf, comme 20 dieux, comme Leurs enfants après eux, voilà, mais c'est adapté du livre de Nicolas Mathieu qui est déjà très bon. Et c'est des films qui ne sont pas problématiques, ne sont pas considérés problématiques par les woke, mais n'ont pas de vocation de rééducation idéologique, ce qui est déjà très bien. Et effectivement, c'est des bons films, et je pense que ces films plaisent parce que ces films sont enracinés dans une certaine réalité française, sont pas parisiano-centrés, sont pas ne traitent pas d'une réalité purement idéologique à laquelle les Français sont pour la plupart étrangers. Donc c'est des bons films qui plaisent, c'est sûr, mais je dirais pas que c'est des films affranchis entièrement des commandements idéologiques du wokisme du moment. Ce qui est intéressant avec ces films, c'est que, comme vous disiez, en fait, ils sont pas nécessairement de droite. Ouais. En fait, c'est des films qui sont ni woke, mais en même temps qui incarnent mieux, qui représentent mieux une certaine France périphérique. Je pense que vous avez plus ou moins déjà répondu, mais comment est-ce que vous expliqueriez le succès de ces films ? Je pense que c'est des films qui ont pour objectif déjà de divertir. C'est des films qui ne prennent pas la tête avec des sujets idéologiques. Et le cinéma français avait peut-être un peu perdu ça de vue. Parfois, on dirait que le cinéma français fait des films pour plaire au Masque et la Plume, l'émission de critique de France Inter, qui est un peu snob et non pas pour plaire aux Français, à la France périphérique et au grand public. Et ces films-là, on voit que c'est des films qui ont pour vocation de plaire au grand public. Et je pense que c'est tout à fait possible de vouloir plaire au grand public et en même temps de faire du cinéma de grande qualité. Certains des films que vous avez cités le font. Donc il y a ça. Je pense qu'aussi les Français, les films woke des dernières années, les dynamiques interpersonnelles dans les films woke sont toujours un peu artificielles. C'est-à-dire que étant donné que l'amour est tabou, que les blancs peuvent plus aider les noirs, qu'il y a beaucoup de commandements idéologiques que les scénaristes woke doivent respecter, la conséquence, c'est que les dynamiques interpersonnelles semblent artificielles, on a du mal à s'identifier dans les personnages, etc. Là, les films dont vous parlez, il y a quelque chose de très authentique, qui est l'enracinement dans la réalité de la France périphérique, le fait de montrer souvent parfois les agriculteurs, parfois
les zones industrielles. Donc ça, c'est très authentique. Et L'amour ouvre, par exemple, qui est juste une histoire d'amour, banale, mais réaliste et touchante. Et voilà, une histoire d'amour. D'ailleurs, c'est pas forcément, elle n'est pas ultra positive, cette histoire d'amour, elle est assez toxique en quelque sorte. Mais quand même, ça faisait longtemps que le cinéma français n'avait pas fait des films comme ça. Et je suis pas étonné que ça ait plu. Merci beaucoup, Samuel Fitoussi. Merci à vous.